Union sacrée, c'est le désordre qui règne pour la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Union sacrée, que de détournements. Nous allons essayer d'analyser toutes ces thématiques avec M. Yves Bouillard. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Alors, d'entrée des jeux, l'Union sacrée, avec les désordres qu'il y a au niveau du Présidium par rapport à la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ça inquiète. Ben oui, ça inquiète un peu parce que vous avez vu que les présidiums de l'Union sacrée s'étaient réunis autour du secrétaire général sénateur nouvellement élu Augustin Kabouya pour mettre en place un ticket. Et lequel ticket a fait assez trop de boucan dans la famille politique du président de la République qui est l'Union sacrée. À l'idée où certains élus nationaux n'ont pas voulu prêter les flancs à la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale mise en place par, qu'est-ce que je peux dire, les présidents de l'Union sacrée, composés par Jean-Pierre Bemba, Samalou Kondé, Vital Kamere, qui est encore, que je peux dire encore Mbosso Bahati. Donc ces bouts autour de cette composition du bureau définitif de l'Union sacrée exclut presque Vital Kamere. Parce que... Ça exclut? Oui, ça exclut Vital Kamere parce que Vital Kamere, lui, ne fait pas partie du ticket. Lui sort d'un primaire. Il complète, en fait, c'est un ticket qui vient, qui les complète, en fait, en effet. Lui n'est pas, la suite du ticket, Kamere. Kamere sort d'un primaire dans l'Union sacrée. Raison pour laquelle, vous avez vu, dans ces remous de l'Union sacrée, les élus ayant créé la fronde dans l'Union sacrée ne se sont pas directement attaqués à Kamere et encore moins au premier vice-président qui est Chilumbaï, qui est le choix direct de l'UDPS, les partis phares de l'Union sacrée. Donc dans ces entrefaites, ils ont plus attaqué la composition du ticket à partir du poste du deuxième vice-président que doit en principe occuper Mbosso. Et en plus, la suite. Et puis, vous avez, ils ont même plus épargné, même les postes, je pense, du questeur adjoint qui doit revenir, je pense, à l'opposition. À l'opposition, c'est les rapporteurs adjoints. Les rapporteurs adjoints, merci, qui doit revenir à l'opposition. Au niveau des rapporteurs adjoints, du parti de Katumbi, qui venait aussi d'introniser Mme Dominique Mounongo. Donc, Kamere n'est pas plus attaqué. Dans cette attaque, lui est complètement extirpé parce que ce sont ces mêmes élus qui ont fait le choix de Kamere. Mais ce qui énerve plus ces tickets, c'est au niveau du poste de deuxième vice-président, où vous voyez Mbosso revenir. Vous avez... Et c'est lui-même qui est allé déposer. C'est l'homme qui est allé la déposer. Vous avez qui a proposé son nom d'ailleurs. Qui a proposé son nom. Vous avez vu Mbosso revenir. Vous avez vu Jacques Njoli. Vous avez vu... Jacques Njoli non plus n'est pas inquiété. Hein? Non, Jacques Njoli, sa seule difficulté, qu'il soit de l'Équateur. Parce qu'il y a une sœur de Bemba, je pense que c'est Caroline Bemba, qui est de Bemba. Au fait, ça donne deux postes pour deux postes de responsabilité. Mais c'est comme pour aussi, deux personnes qui viennent de même... Au niveau du Sud Kivu aussi. De même, d'une même zone linguistique qu'est l'Équateur. C'est aussi ça, aussi ce qu'ils disent aussi. Avec le fils de Bahati, Serge Bahati, où vous avez Kamere, où tous sont du Sud Kivu. Donc, les vrais problèmes pour eux, c'est pas au-delà de ça, des espaces et zones linguistiques, c'est aussi ces discussions qui n'ont pas eu place dans l'Union sacrée. Parce que quand vous suivez la charte, quand j'ai parlé avec certains élus, ils vous disent que les discussions n'ont pas eu lieu. Nous avons eu un présidium de personnes qui se sont réunies, qui est juste pour nous imposer un choix. Pourquoi je l'ai dit? L'Union sacrée aujourd'hui est composée de 47 regroupements. 47 l'équivalent, je pense, des 500 députés. Je vois que c'est plus de 400 ou 500 députés. Mais les discussions n'ont pas eu lieu.
Personne. Et quand vous dites dans ces discussions, de ces entrefaites, même le secrétariat général, dans la charte de l'Union sacrée, et convient à ces discussions. Quand je parle du secrétaire général, du secrétariat technique, je fais ici allusion au professeur Mbata, qui aussi de l'UDPS, mais qui aujourd'hui occupe le poste du secrétaire technique. Mais dans cette discussion, lui-même n'a pas été convié, encore moins les chefs et les regroupements des partis politiques. Donc pour eux, ça donne une sorte de cacophonie, de dictature de l'Union sacrée. C'est la raison pour laquelle ils ont dit non. Nous, ce qu'on va faire, nous allons voter les choix des Camérés, qui est notre choix comme élu de l'Union sacrée. Nous voterons monsieur le professeur Tshilumbayi, qui est le choix de l'UDPS, mais pour les restes des postes à responsabilité, je pense que ça sera vraiment la bagarre. Alors, vous ne voyez pas que Mbosso et certains caciques risquent d'invalider, certains trouvant qu'il y a de l'indiscipline? Non, ça signifie à votre question que le président de la République, au regard de ce qu'il nous voit dans l'Union sacrée, a une majorité qui est complètement hétéroclite. C'est pour dire que le président de la République n'a pas une majorité. Il n'a pas une majorité, c'est une majorité hétéroclite qui peut à tout moment connaître un chamboulement selon les contextes et dans la perspective 2028 qui arrive. Donc ce qui se dessine dans l'Union sacrée, et beaucoup de gens comprennent que c'est la fin, c'est le deuxième mandat du président de la République, et qui se disent que si on veut nous imposer ça, on ne va pas marcher dans cette logique. Et puis ce qui est bien dedans, dans ces entrefaites, dans ces rififi politiques, comme je les qualifie, nous avons le cas de Mbosso, qui a été président du bureau d'âge lors des élections, au lendemain des élections de 2018. Il a occupé aussi les postes du président du bureau définitif. On sort des élections, il revient pour les bureaux d'âge, et puis pour les bureaux définitifs, il les laisse maintenir. Alors, si, là, comme la bataille est lancée, Mbosso qui est contesté, mais nonobstant la contestation, il dépose sa candidature. Ça signifie à un moment, s'il passait, les débats autour de ces vieux bouscades de la politique congolaise ne va plus exister. Ça ne sera plus les bons vouloirs de lui-même, parce que ce sera vraiment une bataille acharnée et qu'il a compétité comme tout candidat, bien que sa candidature ait été contestée, mais s'il passait au poste de deuxième vice-président, ça signifie qu'à un certain moment, il a travaillé dans la stratégie. C'est aussi le cas avec les fils Bahati, Serge aujourd'hui, dont la candidature est contestée à l'Union sacrée. Moi, je veux ce débat, comme certains le disent, bien qu'on dise, nous sommes en train de dire que le président de la République, dans ce que nous voyons, ça prouve qu'il a une majorité qui est complètement hétéroclite, très fragilisée, mais si ceux qui sont en train de compétiter dans différents postes occupent ces postes, ça signifie qu'à un moment, ils ont de la bonne stratégie pour occuper les postes dont ils ont été choisis. C'est le cas de Mbosso et des fils Bahati Lukwebo. Le chef de l'État a laissé en sorte que tout le monde puisse compétiter. Il a demandé à ce qu'il y ait vraiment une véritable compétition, surtout au niveau de poste de deuxième vice-présidence, questeur adjoint, aussi rapporteur. Oui, le président de la République a un niveau, bien que certains caciques et députés de l'Union sacrée, mais le disent en privé, contexte un peu le laxisme du président de la République en ce qui concerne certaines prises de décision. C'est une personne qui n'est pas tranchée, qui observe et qui laisse les choses pourrir comme telles et que vous puissiez prendre vos responsabilités. Des fois c'est bien, mais des fois c'est pas très bien en politique. À l'idée où il y avait un ticket et qu'après, quand Kabouya a réuni les présidents, ça signifie qu'il est secrétaire général du parti présidentiel de l'UDPS, ça signifie à un certain niveau qu'il a obtenu le quitus du président de la République. Et qu'on impose un dictat, un schéma à suivre pour le poste du bureau définitif et qu'il y a une rébellion, ça vous dit à un moment que cette majorité, elle s'est dit, on se prend en charge. Donc c'est une majorité aujourd'hui qui se prend réellement en charge. Parce que quand vous voyez, des candidatures ont été officialisées par les présidents de l'Union sacrée, mais vous avez des députés dans l'Union sacrée qui aujourd'hui ont aussi déposé leur candidature. Ça signifie que nous allons partir dans cette bataille, dans cette compétition, que les meilleurs gagnent. Alors, ça devient encore plus dangereux dans l'hypothèse où vous avez des regroupements, des forces et des pesanteurs politiques qui, dans cette répartition des postes au niveau du bureau définitif, ne se sont pas retrouvés. Je vous fais une simple analyse. Vous avez par exemple les regroupements politiques AAAP de M. Tony Kankushiko, que vous connaissez, qui est le frangin du président de la République, comme beaucoup de sources le disent. Il a à lui seul, dans son regroupement, qui est en tout kabiliste, tshisekédiste et tout consort, à lui seul
je pense, plus de 150 députés. Mais il y a... Vous comprenez? Vous prenez Mme Masuka, qui est la deuxième force, la cinquième force dans l'Union sacrée. Mais qu'ils sont préférés consulter. Et il y a plusieurs groupes, regroupements politiques pareils, qui vous représentent une force politique, mais qui n'ont pas été consultés. Vous prenez le cas de Jean-Lucien Boussa, qui vous dit aujourd'hui que la Grande Orientale n'a pas été consultée. Alors, quand vous prenez seulement ces regroupements politiques, je parle de l'AAP, avec ses affiliés, ses mosaïques, vous représentent aujourd'hui une force politique à plus de 150 députés. Et ça vous dit, toutes ces forces politiques qui n'ont pas été consultées pour occuper certains postes dans les bureaux définitifs, et qui vous disent, en même temps, ils vous ont lancé des candidatures, et que si on partait aux élections, c'est même une menace pour des candidats dont les candidatures sont contestées à l'Union sacrée. Parce que ces regroupements politiques vous représentent une force énorme. Je vous ai parlé de l'AAP de Tony Kankushiko, qui a joué un très grand rôle, même pour la désignation de Vital Kamerhe comme candidat commun de l'Union sacrée. Et quand je vous parle ici des AAP, c'est dans cette dynamique politique que je vous parle, dont je vous cite ici, les PCR. Les PCR, quand vous voyez les PCR, vous avez qui dedans? Vous avez Paluku, vous avez Boussa, vous avez Tony Kankushiko, vous avez l'UM Kamerhe. Donc ça signifie que ce sera une bataille où certaines candidatures qui ont été officialisées par les présidents de l'Union sacrée vont se sentir à un moment en difficulté. Mais tout part, la bonne stratégie, s'ils mettent la bonne stratégie, je pense que ça sera une bataille loyale et il faut que ça soit ainsi, normalement. Il faut que ça soit ainsi pour, en principe, mais c'est aussi beaucoup plus la démocratie. Mais il y a un problème aussi. Est-ce que l'opposition risque d'être dupée? Parce que vous voyez Dominique, on le sait tous très bien qu'Ensemble est vraiment très bien représenté, avec plus de 25 députés nationaux. Mais il y a encore DIPRO qui n'a que 2 ou 3 députés. Mais ça risque un peu de basculer en défaveur d'Ensemble. Non, moi je pense que ça va de l'équité politique. Quand vous voyez la répartition des postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ça a été réservé un poste pour l'opposition. Et quand on dit opposition, on se connaît quelle est aujourd'hui la première force politique de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. C'est bien les partis de Katumbi, Ensemble pour la République. C'est pas moi, c'est ce débat. Mais DIPRO ne risquait pas. Non, moi je ne veux pas entrer dans les combats de mon ami Constant Moutamba. Je ne veux pas entrer. C'est légitime pour lui d'avoir des ambitions d'occuper ces postes, mais les députés eux-mêmes savent, pour respecter l'équité et l'élégance politique, même l'Union sacrée laissée, dans ces bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, il faut que l'opposition puisse avoir sa place. Et dans l'opposition, quand on parle opposition, dans l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée nationale, on ne fait pas complètement allusion au DIPRO. Je pense au DIPRO de mon ami Constant Moutamba, sans pour autant exclure ses ambitions politiques. C'est très légitime pour lui. Mais la seule force politique représentative au niveau de l'Assemblée nationale, forte des 22 députés nationaux, je pense que c'est les partis de Moïse Katumbi qui puis aussi, à un moment, vous revendiquer les forces, les postes de porte-parole de l'opposition que le président de la République a promis de rendre effectifs. Pas promis, il doit les rendre effectifs parce que c'est inscrit dans la Constitution. Donc si aujourd'hui, il faut parler aujourd'hui d'opposition, c'est le parti de Katumbi qui est en droit, comme l'a dit son président des groupes parlementaires, Christian Mwando, qui a désigné, qui a fait les choix de Mme Dominique Mounongo et qui par après a déposé sa candidature. L'Union sacrée, par besoin d'équité et d'élégance politique, ces postes reviennent des droits aux partis politiques ensemble. Comme ces postes reviennent des droits aux partis politiques ensemble, c'est comme aussi, je l'ai dit ici, si il faut aujourd'hui lancer cette bataille autour du porte-parole de l'opposition, comme c'est un poste qui est dans l'opposition, selon la représentativité des forces politiques au niveau de l'Assemblée nationale, ces postes reviendraient également aux partis politiques ensemble. Donc là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, le débat est complètement clos pour respecter cette élégance politique, mettre l'opposition à son aise, respecter cette opposition qui doit aussi jouer son rôle dans l'Assemblée nationale. Déjà que cette position est mise en minoritaire. Vous avez une Assemblée nationale avec plus de 400 députés Union sacrée. Et cette opposition qui vous représente à peine les 5% de l'hémicycle national. Donc vous avez 22 députés nationaux pro-opposition.
et qu'on veut encore mettre un bureau définitif de l'Assemblée nationale et qu'on va fabriquer une opposition. Ça serait encore remuer les couteaux dans la plaie, ça serait encore tuer la démocratie, bien qu'on dise dans cette Assemblée nationale, la démocratie déjà ne vivra pas, mais il faut par équité et pour besoin d'élégance politique, il faut laisser que l'opposition puisse jouer son rôle et ses postes reviennent des droits à la première force politique au niveau de l'Assemblée nationale, qui est les partis politiques ensemble de M. Moïse Katumbi. Voilà. Alors, maintenant, revenons à notre thématique. L'Union sacrée, la lutte est-elle efficace? La lutte contre les détournements. On a vu le dossier des lampadaires, les dossiers des forages. Tout dernièrement, on vient de suivre encore, il y a le dossier au niveau de l'Assemblée nationale, Sénat, par rapport au détournement des bus. Alors, il y a beaucoup de dossiers, c'est que ça ternit aussi les combats de l'Union sacrée. Non, c'est une très mauvaise image pour l'UDPS. Mauvaise image. Très mauvaise image pour l'UDPS. Est-ce que c'est pour l'UDPS ou c'est... Non, écoutez, les partis phares aujourd'hui dans l'Union sacrée, c'est l'UDPS. Les partis phares, c'est l'UDPS qui est à la manœuvre aux commandes de tout. Je vous donne l'exemple ici, pour les présidiums, ce sont ces grands leaders, Kamere, Bemba, Bahati, Mbosso, qui ont fait les déplacements du secrétaire général vers Kabouya. Ça signifie que l'UDPS est à la commande de la gouvernance de la République démocratique du pays. La première ministre est issue de l'UDPS. Donc, quand on voit tous ces détournements qu'on voit chaque matin, quand on se réveille dans tous les secteurs de la vie nationale, il faut vous dire, c'est des détournements qui collent à l'image du régime, qui colle à l'image du président de la République, qui colle à l'image de la gouvernance de l'UDPS. C'est quand même grave pour un parti qui a bataillé, qui s'est battu pour la bonne gouvernance, pour la démocratie, qui s'est battu pour l'état des droits, et qu'on puisse se réveiller un matin, et que c'est chaque jour qu'on entend détournement au niveau de l'Assemblée nationale, détournement aux affaires, comme on l'a dit ici, aux finances, détournement ça et là, détournement ça. Donc ça, c'est une très mauvaise image qui colle au régime. Ça, je l'ai dit de manière généralisée, in globo, donc de façon généralisée. Mais sur certains détournements, quand il faut faire le débat, vous comprenez que dans certains rapports ayant trait au détournement, il y a certains rapports qui doivent être remis en cause. Par exemple, il y a plusieurs rapports de l'inspection générale des finances. Moi, je n'ai rien à voir avec certains inspecteurs ou soit en la personne de Jules Alinguette, mais quand vous comprenez, vous grattez certains rapports, l'IGF aujourd'hui laisse à désirer. Je peux vous donner un exemple ici avec les cas de M. Tony Mwaba. Tantôt lui-même, vous avez vu l'inspecteur général de l'IGF, lui-même à balbutier, vous a fait plusieurs détours en termes de réflexion pour lui, il n'y avait pas de détournement, il y avait un problème, il y avait un problème, il y avait malentendu. Vous avez les dossiers communiaires avec Mme Kainda, c'était le même propos. Donc il y a plusieurs dossiers où vous voyez, l'IGF vous porte des accusations et puis par après elle se rebuffe. C'est le cas aussi avec où moi je veux pas, moi j'aime rester vraiment sobre, propre, intellectuel dans mon raisonnement. Quand vous suivez par exemple les dossiers, par exemple avec les dossiers forage. Parce qu'aujourd'hui, on veut en faire un dossier, on veut en faire une clameur publique. Je suis d'accord que s'il y a des gens qui ont détourné l'argent de la République, il faut que ces personnes répondent de leurs responsabilités. Je suis aussi d'accord de ce que l'initiative lancée par les PG près de la Cour de cassation, M. Firmin Vondé, qui aujourd'hui a initié une action, une information judiciaire pour enquêter les dossiers. On veut voir les conclusions de ces enquêtes qui, au niveau des finances... Mais ça veut dire que c'est lui-même maintenant qui dicte le jour de sa comparution. Il vient et puis il répare un homme libre. Non, j'en viens. Je veux que d'abord que ces rapports nous soient dévoilés. Qui, à quel niveau, dans quel secteur, à quel moment, à hauteur de combien l'argent des contrôles des Congolais ont été détournés. Malheureusement, depuis que cette enquête a été mise en place, cette information judiciaire a été lancée, voilà 2 semaines, nous n'avons aucune conclusion. C'est la raison pour laquelle vous avez vous-même vu les ministres des Finances lui-même faire les déplacements vers les pays. Lui-même, parce que depuis qu'il est là, il a été assigné, on lui a dit, on ne voulait pas sortir, certains disent passeport confisqué, mais 2 semaines par après, il y a quoi? Aucune interpellation. Aucune notification. Mais on dit que non, il faut que la justice puisse travailler. Mais 2 semaines par après, ça signifie que quand la justice assigne une personne, ça signifie que la justice a déjà des éléments de preuve sur la personne dont certains greffes sont déjà reprochés. Mais 2 semaines, 3 semaines après, vous assignez une personne, vous ne sortez pas,
Il est déjà assigné, il ne peut pas sortir. Mais 2 semaines après, aucune interpellation, aucune motivation. C'est l'intéressé lui-même qui va vers la justice. Pour dire non, je dois être révolutionné. Et il va vers la justice, la personne qui doit l'écouter, dit que non, j'ai un petit proc, un petit retard, je dois partir. Rentrons dans le conseil de dossier forage. Moi, j'aime être intelligent. Où on veut encore nous créer une clameur publique made in IGF. On nous dit qu'il y a eu de l'argent détourné. Je suis d'accord que ceux qui ont doté de l'argent puissent aussi en répondre leurs responsabilités. Alors, ceux qui ont détourné, on dit non, on fait du fixisme sur un ministère. Je suis d'accord que c'est le ministère des Finances publiques. Mais dans ces dossiers fourrage, tout comme Lampadaire, il y a 3 services qui sont entrés en mouvement. Vous avez le développement rural. Qui est là, qui est le maître du projet? Mais dans les débats, pondus par les communicateurs de l'UGF, on exclut le ministère du développement rural. Donc il y a sous forme d'une fixation sur un vous avez la DGCMP qui a donné l'avis de non-objection sur les mêmes montants. On laisse la DGCMP. Mais on poursuit un ministère, le ministre qui a agi en aval et par instruction du Conseil des ministres qui est un organe décisionnel. C'est aussi le cas avec le dossier Lampadaire. 5 entreprises ont soumissionné comme fournisseurs. Je peux vous citer ici Proton, vous avez Solectra, vous avez Event Congo, vous avez HJ Jactani. Il y a une entreprise, Event Congo, qui a gagné un marché à hauteur de 21 millions de dollars. Mais aujourd'hui, le débat se porte que sur un marché, sur une entreprise qui a gagné un marché à hauteur de 13 millions. On dit la même entreprise qui a gagné le marché autour de 13 millions, qui a vendu un Lampadaire à 4 500 $, avec tous les taxes qu'il a payé, la douane, la TVA. Mais on laisse cette entreprise qui travaille aujourd'hui, qui vous a électrifié, et l'Enguessa, que le président de la République a inauguré, qui vous a électrifié aujourd'hui à Sosa, et demain c'est notre entreprise, on laisse cette entreprise, on fait un débat sur l'entreprise, mais on laisse une entreprise qui a vendu un lampadaire, je vous dis ici Proton, qui travaille avec le groupe Raoudji. J'apprends qu'il serait très proche d'un inspecteur de l'IGF, mais qui a vendu un lampadaire à 6 500 $. Mais vous laissez l'entreprise qui a vendu le lampadaire à 4 500 $ sur l'État, à qui on a donné 13 millions de $, tout frais compris dedans, il paie la douane, la TV, il n'a pas été exonéré, matériel bloqué pendant une année à Matadi, il n'a pas su travailler, mais aujourd'hui, il vous a électrifié, où le président a inauguré, il vous a électrifié à Sosa, et d'autres routes, d'autres artères sont en train d'être électrifiées. Mais regardez les entreprises qui ont touché 21 millions de $. Event Congo, Jactani, Proton, où est-ce qu'ils ont électrifié les acteurs de Kinshasa? Vous allez sur Chaba, soit sur Chaba où Proton a électrifié. Aucun respect sur les conditions. La distanciation entre lampadaire qui est de 25 mètres, l'intensité des lumières, ça pose problème. Solectra qui a aujourd'hui des lampes à 60 lux. Mais toutes ces entreprises-là ont des lampes à 10 à 20 lux. Mais ces entreprises-là qui devaient aujourd'hui vous électrifier enseignement, par exemple Chaba, Proton, ça électrifié où? C'est ça que je veux le débat. On veut que quand on fait du fixisme sur une entreprise qui a bénéficié avec des moyens, qui travaille, mais les autres entreprises qui ont gagné les gros montants, qui ont vendu les lampadaires plus chers, mais quand on leur pose la question, où est-ce que vous avez électrifié Kinshasa, ils n'ont pas de réponse. Là où je dis, on ne veut pas dans les rapports de l'IGF qu'on fasse du fixisme, qu'on fasse du règlement des comptes, qu'on voit ces mains de tête où vous voyez, je dois saluer l'image de cette personne, parce que moi, la personne qui gère l'IGF, j'ai des ambitions, je le dis parce que, vous savez ici, avant que Mme Touloukane soit nommée, vous avez vu comment est-ce que des titres pompeux sont sortis des journaux où on disait que les messieurs étaient prématurables. Maintenant, par après... Non, là, ce sont des rumeurs. Hein. Ce ne sont pas des rumeurs. Je vous parle ici d'un sondage Les Points, des Pandas, où on disait qu'un inspecteur de l'IGF dévançait certains acteurs politiques. Vous savez, les sondages Les Points des Pandas. Il dévançait Bemba, il dévançait Kamere, il dévançait Mbosso, et que c'est lui qui caragolait, et il veut se faire comme homme providentiel. Moi, je suis cet homme réglo. J'aime rester sobre dans mon raisonnement. Je veux faire ces bons débats dans les dossiers fourrage, que les communicateurs de l'UGF puissent aussi imbiber dans leur communication les développements rural, qui est le maître des travaux et qui doit produire qu'est-ce qu'on dit, les puits. C'est lui le maître d'ouvrage, c'est lui qui exécute les travaux
du moment où le ministère des Finances n'a agi qu'en aval et non en amont. Où est-ce qu'ils mettent dans leur débat la DGCMP? C'est ça le vrai débat. Et on va dans le débat électrification, éclairage public. Il y a des entreprises, 4 entreprises qui ont soumissionné, ça vous l'avez dit, qui ont gagné. Mais on fait que du fixisme sur une entreprise Soleta ou une entreprise même Event Congo qui a même gagné 21 millions de dollars, mais ça électrifié. Ou une entreprise Proton qui a vendu un lampadaire à 6 500 dollars et ça on n'en parle pas. Mais du fixisme sur une personne parce qu'il serait malien. Mais alors Raoudji, ce ne sont pas des Maliens. Merci. Jartani, ce ne sont pas des étrangers. Jartani, ce ne sont pas des étrangers. Voilà, donc c'est un faux débat. Je veux un débat équilibré. Vous avez dit un débat équilibré. Merci fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi Yves Bouya. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambeau. Il sera 20 h dans l'est de la RDC, 19 h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao.